Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si on est, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de monde. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je vais, moi, pas forcément me présenter parce que vous me connaissez tous. Donc, il y a une partie de l'équipe du CPS qui est là, dont moi. Et par contre, je vais inviter Monsieur Duré à se présenter, qui est notre invité du jour, qui parlera après moi. Oui, bonjour, moi Christophe Duret, moi je suis pharmacien hygiéniste, je suis basé à Nevers. On est deux hygiénistes à s'occuper des établissements du GHT de la Nièvre. Et donc il y a 9 établissements et quelques EHPAD. Et merci de m'avoir invité pour présenter le travail qu'on a effectué dans le cadre des pratiques d'hygiène, notamment en pratique d'échographie gynécologique. C'est via le DU d'hygiène en fait on a eu connaissance du travail de Monsieur Duré sur les sondes, et voilà, ça nous semblait intéressant. Son travail nous a semblé digne d'intérêt, et du coup ça va compléter des données beaucoup plus macro, moi, que je vais présenter, qui sont les données issues de l'audit qui avait été fait, proposé par le réseau des CEPIAS. Je vais présenter quelques chiffres, voilà, et puis je vais reparler un peu du contexte. Mais on va attendre encore quelques minutes, mais pas trop longtemps, pour pas trop vous faire perdre de temps, parce qu'il est déjà 34. On se donne encore quelques instants, et puis après je vais partager donc moi ma présentation, et puis après je passerai la parole donc à Monsieur Duré. Donc déjà je vais tester le partage, voir si ça marche. Alors normalement vous devez voir mon écran, mais pas encore en plein écran, je pense. La présentation est normalement, si tout va bien, maintenant vous la voyez en plein écran. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer, parce que pas oralement, parce que je ne vous vois plus du tout? Oui, c'est bon. C'est bon? Merci beaucoup. Donc on a souhaité, je vous laisse admettre du coup les derniers entrants. On a souhaité, en fait, c'est un sujet auquel on était particulièrement sensibilisé, parce que Véronique donc Dutoit, qui est là avec moi, a participé à des travaux nationaux sur le sujet. Puis c'est un sujet dont on sait qui pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a des recommandations qui ne sont pas forcément mises en œuvre, respectées, comprises, ou vraiment évaluées, parce que c'est pas simple. Et c'est là que la présentation de Monsieur Duré sera intéressante, vous le verrez. Donc moi, ce que je vais vous faire comme retour, c'est plutôt peut-être des choses que vous connaissiez, parce que ça déjà, c'est pas, ça date pas tout à fait là de cette année. Ça a été rendu en 2024, les résultats de l'audit observationnel sur les pratiques de nettoyage et désinfection des sondes d'échographie endocavitaire, qui avait été proposé donc au niveau national. Alors, juste pour vous rappeler quelques points de contexte déjà sur les dernières années, hein, puisque c'est une histoire qui remonte déjà à plusieurs années. Il y a eu plusieurs fois des saisines du Haut Conseil sur la question de la désinfection des sondes endocavitaires, parce qu'on sait que globalement, c'est quand même pas terrible, et qu'il y a un risque de transmission d'un certain nombre de micro-organismes, de virus. Et donc, c'est un sujet qui est déjà assez ancien, et qui a fini par faire l'objet d'un groupe de travail de la société notre société savante, la SF2H, piloté par Monsieur Parnex, pour essayer de faire un point sur les recos, les pratiques, et ce qu'on pouvait faire, quels procédés on pouvait utiliser. Et donc en 2019, ils ont publié ce document que vous connaissez, avec des fiches techniques, bon, que je ne vais pas redétailler, mais qui rappellent, voilà, toute l'importance et toutes les choses qu'il faut maîtriser pour arriver à maîtriser son risque infectieux dans ce domaine-là. Je ne vais pas rentrer en détail, vous connaissez ce document. Et puis après, il a été proposé par un collègue, donc celui de Grand Est en l'occurrence, en 2021, d'essayer d'évaluer comment les procédures étaient, comment l'intégration des nouvelles recommandations dans les procédures, est-ce que c'était le cas ou pas. Et donc il y a une proposition d'enquête qui a ensuite été reprise, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et du coup, il y a eu une proposition d'un audit de procédure. Et puis dans un deuxième temps, c'est constitué un groupe de travail vraiment intercepias assez large, donc national, hein, pour poursuivre cette réflexion et proposer donc quelque chose. Du coup, une fois qu'on a fait l'audit de procédure, proposer un audit plutôt observationnel sur le bon usage. Ben voilà, comment est-ce que les sondes étaient utilisées, comment elles étaient désinfectées, etc.
et sur les freins aussi. Et cette enquête a été proposée donc en 2023 avec des résultats publiés en 2024, avec aussi une information qui était faite sous forme de fiche technique. Donc voilà, voilà, je vais pas rentrer, je vais pas tout détailler bien sûr, juste pour souligner que voilà notre participation. Après, je sais pas s'il faut que je dise qu'elle est faible parce qu'en fait, elle est pas non plus, enfin, elle est un peu, je pense qu'ailleurs, il y a pas forcément, c'est pas forcément beaucoup mieux. Mais du coup, en tout cas, il faut bien voir que ça fait pas beaucoup en termes statistiques et du coup, ça va être aussi une limite, hein, de chiffres qu'on va vous présenter. C'est que voilà, sur 66 observations et seulement cet établissement, bah, ça ne nous dit absolument pas si c'est représentatif ou pas représentatif de l'ensemble de ce qui se fait dans les Hauts-de-France. Ça, on n'en a absolument aucune idée. Mais et puis on ne va pas rentrer aussi trop dans le détail des chiffres Hauts-de-France parce qu'il n'y a pas un effectif suffisant, il n'y a pas de puissance statistique. Par contre, au niveau national, il y avait quand même, alors c'est peu, hein, évidemment, à l'échelle de tout le pays, mais ça fait quand même un nombre d'observations qui permet d'être un peu plus pertinent en termes d'analyse de ces chiffres. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais voilà, il y a sans surprise, hein, c'est la consultation qui ressort en principal secteur qui est audité et la gynécologie obstétrique qui vient en premier, puis l'urologie et la cardiologie. Rien de surprenant dans tout ça et les professionnels qui étaient audités, enfin qui étaient c'est pareil sans surprise, hein, des médecins et des IDE. Donc ça, c'est du national, hein. Et puis voilà, vous avez la répartition, par service et par spécialité, qui est l'entretien des sondages, mais ça c'est déjà ah oui, c'est chez nous, pardon. C'est donc en Hauts-de-France, bon 82 de consultations encore plus élevées. Vous avez pareil la gynéco qui est enfin c'est l'urologie qui est en premier d'ailleurs, de façon, étonnante. On n'a pas exactement la même représentation que dans le que national. Et vous allez voir que c'est pas la seule chose sur laquelle on a une différence entre les Hauts-de-France et le national. Mais toujours avec cette limite du faible nombre d'observations. Donc voilà pareil, hein, sur les méthodes utilisées, vous voyez qu'on a sur notre petit effectif, bah, on a vraiment quasiment que de l'essuyage, hein, puisqu'on est 63 sur 66, alors qu'au niveau national, on est à seulement, si je peux dire, presque 77% d'essuyage, avec quand même pas mal d'automates, ce qui n'est pas le cas. Il y a un seul automate, nous, dans nos chiffres à nous. Alors ça, ça c'est sur les chiffres nationaux, c'est une analyse comparative des choses, hein, des choses, qui sont loin de la norme, enfin loin de ce qu'il faudrait faire selon, donc les trois lignes bleues, c'est en fonction de la méthode utilisée et donc les différentes choses. Donc ce qui est en rouge, bah, c'est ce qui est vraiment loin du compte. Après, en jaune, c'est quand on s'approche des 80% et vous voyez qu'ils ont mis la limite à plus de 80% de conformité pour dire qu'on était en vert. Et donc, non, vous voyez que ça, quelle que soit la méthode utilisée, ben, le gel stérile, on n'y est quand même vraiment pas. Et que sur la vérification de l'intégrité de la gaine non plus. Bon, c'est pas une énorme surprise, hein, c'est ennuyeux, mais voilà, c'est pas des chiffres qui nous étonnent tant que ça. Là, il y a une vraie différence, hein, vous voyez, selon le type de méthode, mais on comprend, on voit que voilà, c'est assez différent par rapport entre l'immersion, l'essuyage et l'automate. Et puis là, c'est là qu'on voit que vraiment, mais c'est pareil, c'est assez logique. La traçabilité est vraiment très mal effectuée quand c'est de l'essuyage, mais c'est évidemment beaucoup plus facile quand vous êtes sur un automate, hein, parce que il y a une part qui est complètement automatisée du coup de la traçabilité, et c'est donc pas étonnant qu'on ait un pourcentage beaucoup plus élevé de traçabilité. Mais vous voyez bien que là sur l'essuyage, on est vraiment très mauvais en national sur la traçabilité. Je vous refais pas ce détail-là sur nos chiffres à nous parce qu'ils sont beaucoup trop, l'effectif est beaucoup trop petit. Par contre, là, on va faire un petit focus sur l'identification des freins parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Là, il y a quand même 37% des gens donc au niveau national qui disent qu'ils n'ont aucun frein, ce qui est bon, pas suffisant, mais qui est déjà pas si mal finalement. Il y a la formation qui est mise en avant, le manque de formation, le manque de matériel, le manque d'information, donc formation à information, et le manque de temps. Et puis il y a quand même c'est un petit chiffre, mais il y a quand même 3% des gens, enfin 2,9% des gens qui pensent que si on met une gaine, il n'y a pas besoin de désinfecter. Ce qui reste quand même problématique, même si c'est un petit chiffre. Donc on voit les 3 principaux freins, mis en avant en tout cas, hein, par les professionnels. Et par contre, dans les Hauts-de-France, vous voyez que c'est vraiment très différent. C'est le temps qui est en premier, mais de façon très, très importante. Après, on a le matériel et on a que le coût
donc les professionnels se positionnent sur, ils trouvent que c'est trop coûteux, il manque également d'informations. Et puis, il n'y a que 14% enfin presque 15% des gens interviewés qui disent qu'ils n'ont aucun frein. Donc, vous voyez que les chiffres sont quand même assez différents entre le national et le régional. Cela dit, toujours avec cette limite de notre tout petit effectif qui fait qu'on ne sait pas si c'est représentatif de toutes les pratiques de la région. Donc en synthèse, les points positifs qui ont été relevés lors de ces observations, de cet audit national, c'est qu'il y a bien, voilà, il y a des choses qui sont bien mises en place, hein, des gaines à usage unique adaptés pour certaines sondes endocavitaires, qu'il y a bien une compréhension, je ne sais pas si vous avez vu avant sur le tableau, mais que c'était que le nettoyage complet de la sonde, vous voyez au milieu, là, le nettoyage complet de la sonde, il est quand même vraiment bien réalisé, presque quelle que soit la méthode. Alors c'est un peu moins bien pour les méthodes d'immersion, mais vous voyez quand même qu'on atteint plus de 80, voire plus de 90%. Et donc ça veut dire que voilà, il y a une compréhension quand même de l'importance de tout nettoyer complètement de la poignée, la sonde, et de tout éliminer, toutes les salissures, y compris et le gel également. Et puis donc on voit aussi que les produits, les process utilisés pour arriver à atteindre l'exigence de désinfection de niveau intermédiaire, bon, bah, il y a une utilisation de ces méthodes. Par contre, il y a plusieurs axes d'amélioration. Il n'y a pas toujours de mise à disposition de gaines à usage unique. Donc pour les sondes, pour la méthode d'immersion, il y a un problème de mise à disposition de gaines à usage unique. Et il n'y a pas systématiquement, vous avez vu, le gel stérile est loin d'être utilisé de façon systématique, quelle que soit la méthode. Et puis sur la fin de l'examen, alors la vérification de l'intégrité de la gaine, ça c'est vraiment pas du tout acquis. Il n'y a pas forcément de procédure alternative. Ah ben, il manque un petit bout de ma phrase, mais si jamais la gaine était abîmée, ben, il n'y a pas forcément de procédure qui est proposée. On est en nettoyage par essuyage, on a une gaine qui est abîmée, vous me direz comme elle n'est pas vérifiée. Bon, bah, du coup, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça. Si jamais personne ne pense à vérifier, ils n'ont pas non plus pensé à avoir une procédure alternative. Mais en tout cas, il n'y a pas de procédure alternative si jamais l'essuyage est pris en défaut et que la gaine est perforée. Il y a pas forcément de connaissance des différentes classes de lingettes. Le bio-nettoyage de l'environnement proche du patient, c'est pas forcément bien acquis qu'il faut vraiment nettoyer entre 2 examens. Il y a un vrai problème de traçabilité et il y a un problème d'information et de formation aux techniques de désinfection des sondes endocavitaires d'après les données de cet audit. Donc en conclusion, et donc avant de passer la parole au retour d'expérience, donc ça montre quand même, ça nous interroge, ça continue à nous interroger sur le fait, alors même si l'effectif n'est pas gros, même au niveau national, c'est sûr que c'est pas suffisant, mais on voit bien quand même si les gens qui ont répondu sont peut-être, en tout cas, des équipes qui s'étaient préoccupées du problème. On voit bien que c'est pour autant pas du tout complètement intégré. L'appropriation des recommandations n'est pas faite. Et bon, du coup, le groupe continue à travailler. Il y a des fiches d'information qui avaient été publiées, diffusées donc, par l'Intercepias pour aider les professionnels. Il y a d'autres outils qui vont être mis à disposition, qui vont être mis à disposition enfin, le groupe continue à travailler pour proposer d'autres outils. Et puis, il y a un outil aussi de visite de risque. Bah ouais, j'avais oublié de supprimer une diapo, excusez-moi. Donc du coup, voilà, fiche pratique disponible rédigée par le réseau des CEPIAS, donc qui sont dispo. Il y a un outil de visite de risque que je vais vous montrer après, juste sur la diapo d'après. Et puis, il y a des nouveaux outils donc en cours d'élaboration pour proposer encore d'autres choses, pour essayer voilà, d'aider les équipes d'hygiène à accompagner ce changement enfin, cette amélioration de pratique sur le terrain. Donc ça, je ne vais pas vous en rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des fiches d'information qui sont comme ça, qui sont disponibles. Si vous en avez besoin, vous pouvez les trouver facilement. Et puis ça, c'est le lien vers l'outil. Donc c'est un outil qui a été proposé assez récemment, parce que c'est 2024, par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, et ça peut vous permettre de faire une visite de risque sur ce thème, et donc d'améliorer, de sécuriser votre risque infectieux, votre prévention sur ce risque-là pour l'endovaginal. Et j'en ai terminé et j'arrête les partages. Hop. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou après, mais on pourra bien sûr, vous n'êtes pas très nombreux, on pourra vous donner la parole, ou vous pouvez intervenir dans le chat si besoin. Et je vais
passer la parole donc à Monsieur Duret. Est-ce que vous arrivez à partager votre écran? Normalement, oui. On m'a signalé que j'avais un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien là? Là, c'est mieux, ouais. Ok, j'ai rapproché l'ordinateur. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran tout de suite? Le diaporama est pas en diaporama, enfin, est pas en plein écran, mais on voit votre écran, ouais. Normalement, il est en plein écran. Vous voyez en plein écran? Non, on voit pas en mode diaporama. Enfin, on voit vos diapos sur le côté, en fait. On voit mais on voit quand même, hein. Mais on voit toute la page PowerPoint avec vous savez, les petites diapos sur le côté. Je sais pas si peut-être que c'est une histoire de mode présentateur ou je sais pas, je suis pas hyper, je suis pas la spécialiste du partage, hein. Moi non plus. Hop, attendez. Hop. Donc là, il n'est pas en plein écran non plus. Si, là, il est bien. Là, il est en plein écran. Ah ben, je ne bouge plus, je vais me lancer. Donc voilà, donc l'intitulé du travail était évaluation des pratiques d'hygiène en consultation d'échographie gynécologique, une nouvelle approche. L'entièreté des résultats sont consultables dans l'article qui a été publié dans le Journal of Hospital Infection, intitulé Monitoring Agent Practice in Gynecological Ultrasound, a New Approach. En réalité, pour faire la genèse de ce travail, on s'est penché sur la question à savoir est-ce que en échographie gynéco, est-ce que les praticiens utilisaient bien des unidoses stériles pour pratiquer les échographies endovaginales. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une inadéquation entre le nombre d'unidoses commandées par le service et le nombre d'échographies réalisées. Donc on a décidé d'aller mettre un peu le nez dedans, on a été les rencontrer, et à l'issue de cette rencontre, ils nous ont demandé de faire des prélèvements sur le matériel après consultation pour savoir, se rendre compte si eux travaillaient bien. Évidemment, on n'a pas dit oui tout de suite, car réaliser ces prélèvements sans autre information n'avait pas de valeur. Et donc, on a décidé d'auditer de manière globale leurs pratiques d'hygiène durant ces consultations. Et pour ça, on s'était fixé des prérequis à l'audit. Le premier était de pouvoir auditer en aveugle, donc c'est-à-dire ne pas être présent lors de l'audit pour éviter tout biais observationnel. Mais ils savaient qu'ils étaient audités, mais ils ne savaient pas quand. Et on a voulu mettre au point un système de quantification des pratiques observées, de manière à pouvoir objectiver ce qu'on allait observer au niveau des pratiques d'hygiène, que ce soit hygiène des mains, de désinfection, de la pratique globale durant l'acte de consultation. Pour ça, on a inventé cette méthodologie. Donc, on a identifié des vacations par professionnel à des jours déterminés. Et avant ces vacations, on est entré dans les boxes de consultation et on a comptabilisé tous les consommables relatifs à l'hygiène, que ce soit le gel hydroalcoolique, les gants. On était aussi en désinfection pour les sondes endocavitaires par essuyage via le système qui est à l'écran. Et voilà, les gaines, les lingettes, tout ce qui était dénombrable a été dénombré, ce qui n'était pas a été pesé. En l'occurrence, le gel hydroalcoolique, on savait qu'une pression pesait 2,75 grammes, et donc on savait de là déterminer le nombre de pressions qui allaient être utilisées durant une consultation. Avant les consultations aussi, notre équipe désinfectait tout le matériel suivant les procédures de l'établissement, que ce soit l'échographe, les sondes ou l'environnement. On laissait donc faire son travail au praticien et en fin de vacation, on repassait dans le box, on dénombrait à nouveau tous les consommables, ce qui nous permettait de savoir avec précision ce qui avait été utilisé durant cette vacation. Et à la suite de la consultation également, on a réalisé des prélèvements, que ce soit sur les sondes, l'écran de l'échographe, le clavier de l'échographe, la table d'examen, au moyen de gélose contact, en vue de les mettre en culture et de dénombrer le nombre de colonies qui allaient pousser sur ces géloses. En parallèle aussi, on a réalisé une enquête de pratique professionnelle auprès de tous ces professionnels. Donc, je vous montrerai le listing par la suite et ça permettait enfin d'avoir une corrélation entre ce qu'ils déclaraient et ce qu'ils faisaient réellement.
Au niveau des consommables, on a établi des cibles basées sur les recommandations. Par exemple, pour le PHA, on a estimé que pour une consultation, désinfection comprise, il fallait avoir réalisé 3 pressions pour pouvoir avoir utilisé suffisamment de PHA. Donc là, en l'occurrence, les 3 pressions, c'était une avant la consultation, une après la désinfection et une après chaque retrait de gants en réalité. Pareil pour les gants. Au niveau des flacons pour les désinfections des sondes endovaginales, eh bien l'utilisation requiert par écho-endovaginal 2 pressions de chaque flacon et donc 2 lingettes sèches à utiliser. Pour l'environnement, on a, nous, établi de manière arbitraire 2 lingettes, donc c'est-à-dire une lingette pour la table échographe et une lingette pour les sondes abdominales. Et on a aussi déterminé le nombre de gaines utilisées, donc une gaine par échographie endovaginale. Ici, c'est le questionnaire qu'on a posé aux praticiens pour l'enquête professionnelle. J'y reviendrai par la suite. C'était vraiment des questions ciblées, de sorte à savoir est-ce qu'ils connaissaient la méthode, est-ce qu'ils savaient l'appliquer. On allait un peu plus loin aussi dans le questionnement, à savoir s'ils déclaraient qu'ils savaient l'appliquer, est-ce que ils avaient en tête la bonne méthodologie. Je reviendrai par la suite durant la présentation. Ça, ce sont les résultats de l'audit initial, l'audit de base. Et comme on peut le voir, c'est exprimé en pourcentage de cible. Mais on était bien en deçà de tous les objectifs, que ce soit pour l'hygiène des mains, pour la réalisation de la désinfection des sondes endovaginales, mais également pour le nombre de lingettes utilisées pour désinfecter les sondes abdominales et l'environnement proche du patient. Le seul point positif, c'était le nombre de gaines, ce qui veut dire que pour chaque écho endovaginal, une gaine était au moins utilisée. On a remarqué qu'on avait une bonne cohérence des résultats de cet audit vis-à-vis de l'EPP qui était réalisé. Et d'ailleurs, on a présenté de manière individuelle les résultats aux praticiens et dans ce qu'on leur présentait, ils reconnaissaient bien leur pratique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un praticien avait déclaré ne pas faire de friction PHA, et bien ça ressortait effectivement dans les résultats de l'audit. Et les 2 données de l'EPP et de l'audit mises ensemble nous a fourni beaucoup d'informations et ce qui nous a permis en fait de refaire des formations ciblées derrière à chaque praticien. On s'est rendu compte que malgré une formation récente, que les techniques de désinfection n'étaient majoritairement pas acquises par les praticiens, alors qu'ils avaient eu dans l'année une formation justement sur ces techniques de désinfection. Au niveau des prélèvements, au niveau des sondes endovaginales, on a observé qu'elles étaient moins contaminées que les sondes abdominales, et ça, dû à l'utilisation de la gaine. Mais, comme il a été souligné juste avant, la gaine ne diminue pas la contamination. Elle n'empêche pas la contamination. Ça a été démontré. Notamment, on a retrouvé dans des études préalables des virus tels que le papillomavirus sur des sondes utilisées alors que la gaine avait été utilisée. Donc ça souligne d'autant plus la nécessité d'une désinfection rigoureuse de niveau intermédiaire avec activité virucide minimale incluant le HPV ou alors une désinfection de haut niveau. Au niveau des sondes abdominales, on a observé qu'elles étaient fortement contaminées aussi pour cette consultation. Et on a observé également que les sondes qui n'étaient pas utilisées, donc qui n'étaient pas utilisées pendant la consultation, elles étaient aussi contaminées que les sondes abdominales qui avaient été utilisées. Ce qui veut dire qu'il faut également les inclure dans la procédure de décontamination. Au niveau des zones proches du patient, donc c'est-à-dire l'échographe, la table de consultation, eh bien, on a remarqué que le taux de contamination pour ces zones était beaucoup plus contaminé, beaucoup plus haut que les zones, que les sondes qu'on avait prélevées au préalable. Donc en conclusion, sur ces prélèvements, il faut inclure l'ensemble de l'équipement dans la procédure de désinfection. Il faut insister auprès des professionnels sur les différents niveaux de désinfection, insister sur la nécessité de la pré-désinfection, donc c'est-à-dire la nécessité de retirer le gel avant une désinfection, parce que certains le faisaient ou le faisaient mal. Et il faut inclure également les sondes non utilisées au protocole de désinfection. Et à mon avis, dans la mesure, ça on ne l'a pas prélevé, mais dans la mesure où tout l'échographe est contaminé après une consultation, il faut également inclure le gel dans le protocole, le flacon de gel, il faut aussi le désinfecter car il aura été manipulé fortement durant les consultes.
un petit focus sur les prélèvements. Donc, nous, on avait établi des cibles donc, d'UFC par boîte. Donc, ça, ce sont des photos des boîtes de prélèvement après notre passage, donc après notre désinfection. Et comme on peut le voir, bon, il y a pas grand-chose qui poussait. Et donc, ce qui nous a permis de dire, bah, si on le fait bien, il n'y a rien qui doit pousser. Et donc, la cible a été mise inférieure à 5 UFC. On a établi un seuil d'alerte, un seuil d'action. Et ici, à droite, on voit, donc, ce sont des boîtes après prélèvement post-consultation. Donc, la majorité des prélèvements étaient fortement contaminés, avec 70% des sondes qui étaient au niveau d'action et 92% des prélèvements d'environnement qui étaient au niveau d'action, avec une très faible taux de prélèvement qui atteignait le niveau cible. Au niveau de la faune vraiment qu'on retrouvait, mais on n'a pas trouvé vraiment de différence dans la flore observée, quelle que soit la sonde. On a retrouvé des micro-organismes, majoritairement des coccigram positifs, des staph coagulase négatifs, des micrococcus. Donc tout ça traduisait vraiment une contamination cutanée ou muqueuse, ou orale ou environnementale, ce qui est logique finalement. Mais ce qui était un peu plus inquiétant, c'est que 50% des bactéries détectées étaient des pathogènes potentiels, comme Staphylococcus aureus, des entérobactéries, des espèces de pseudomonas. On a retrouvé aussi des Escherichia coli et des Acinetobacter baumannii. Autrement dit, des bactéries qui n'ont rien à faire sur des sondes après des infections. Et donc, on s'est posé la question, évidemment, on passait après des consultations. Est-ce que le matériel était bien désinfecté après la dernière consultation? Eh ben, ce n'était pas ça non plus la piste, parce que lors de l'EPP, les professionnels nous ont confirmé qu'ils désinfectaient le matériel après la dernière consultation. Est-ce qu'ils désinfectaient? Tout simplement, ben, la majorité ont déclaré désinfecter, même s'ils ne le faisaient pas avec la bonne manière, la bonne méthode. Et c'était là le problème. En fait, les protocoles de désinfection n'étaient pas maîtrisés. Si on regarde un peu plus en détail les résultats de l'EPP, 100% déclaraient désinfecter les sondes vaginales directement après l'examen. 91% déclaraient qu'ils connaissaient le protocole, mais seulement 27% savaient l'appliquer. Pareil pour les sondes abdominales, en fait, ils déclaraient les désinfecter, mais la majorité ne désinfectait pas correctement. Quand je dis pas correctement, c'est-à-dire soit au niveau de l'essuyage manuel des sondes vaginales, soit ils ne les désinfectaient pas avec le produit de manière adéquate, donc pas le bon nombre de pressions, ils ne nettoyaient pas avant la désinfection, ou alors ils n'utilisaient pas suffisamment de pression. Au niveau des sondes abdominales, certains ne faisaient qu'essuyer, ne désinfectaient pas la lingette désinfectante. Et tout ça combiné fait que ben, on s'est retrouvé avec des résultats un peu catastrophiques au niveau des prélèvements. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a pris un par un, on leur a réexpliqué vis-à-vis de leurs lacunes la bonne démarche, on leur a fourni des supports également qui étaient affichés dans les salles de consultation, et on a effectué un audit de contrôle. Lors de cet audit de contrôle, donc ça, ce sont les résultats initiaux, et comme on peut le voir, au second tour, ben, tous les indicateurs sont passés au vert, avec pour l'hygiène des mains 96% versus 12% au départ. Au niveau des sondes endovaginales, on était bien au-delà des 100%. Et au niveau des lingettes désinfectantes, là, on est passé à 193%, ce qui sous-entend finalement que deux lingettes, donc la cible qu'on avait déterminée au départ, était insuffisante si les praticiens désinfectaient comme on leur demandait à la base. Et donc, ici à droite, une photo des prélèvements lors de nos audits de contrôle. On se retrouve vraiment là en situation, je veux dire, optimale, avec 87% des prélèvements sur sonde qui atteignaient le niveau cible, seulement 5% en niveau d'action et 79% des prélèvements d'environnement qui, eux, atteignaient le niveau cible. En conclusion, eh bien, déjà en termes de qualité et sécurité des soins, on a atteint notre objectif. Cette méthodologie d'audit est complémentaire aux enquêtes de pratique professionnelle et fournit davantage d'informations que lorsque les EPP sont réalisés seuls. Elle permet également de cibler de manière individuelle les praticiens, donc de cibler les formations et d'approfondir la compréhension des actes audités. Elle est applicable également en routine afin d'observer les déviations potentielles, parce qu'on a vu quand les cibles étaient atteintes que les prélèvements derrière étaient corrects. Donc ça permet
finalement juste en routine d'aller voir si ces cibles sont toujours atteintes. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. On est agréablement surpris que les professionnels qu'on a formés respectent à 6 mois finalement les consignes et arrivent toujours à appliquer les bonnes méthodes au regard des cibles qu'on a fixées. Ça permet en fait d'objectiver les pratiques d'hygiène, hein, donc d'exprimer une conso en PHA, de la quantifier, que ce soit le PHA ou les autres consommables de désinfection. Et on peut aussi l'appliquer à d'autres disciplines, à d'autres types de consultations. Et en conclusion, également, ce qu'il faut retenir, c'est que l'échographe en lui-même nécessite une désinfection globale, y compris les éléments non utilisés. Et je pense que les formations personnalisées et régulières sont à privilégier parce que finalement, dans le PP, on a bien observé que la majorité des professionnels avaient reçu une formation qui datait de moins d'1 an, mais malgré cela, finalement, les dérives ont été observées par lassitude ou par habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, la formation régulière est un des moyens de prévenir ces déviations. Voilà. Et en conclusion aussi, ben, ces professionnels-là se sont-ils valorisés, ils ont amélioré leurs pratiques et ça a renforcé le lien qu'il y avait entre le OH et le service de gynéco. Hop, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que éventuellement tu peux rendre le micro à tout le monde? Enfin, est-ce qu'on peut parce que là, les gens ils peuvent pas activer leur micro, je pense, si jamais il y a des questions. Moi, j'avais une question. Vous avez combien de praticiens à former du coup? Et ça vous a pris combien de temps? Parce que la formation individuelle, c'est super, mais c'est quand même ultra chronophage. Ou alors vous êtes peut-être sur des formations aussi. Quel est le format, enfin la durée de cette formation individuelle? C'était pas si long que ça parce que j'en profitais pour restituer les résultats de Mmh. l'audit, de faire le PP en parallèle. Et finalement, on allait en salle de consultation et on simulait une consultation. Donc, Mmh. grosso modo, en un quart d'heure, je veux dire, les actes étaient posés, et après il y avait un échange de réflexion. À partir du moment où ils avaient compris, ne fût-ce que comment utiliser des gants, compris l'importance de désinfecter ses mains avant de mettre des gants et désinfecter ses mains en retirant les gants. Déjà, la CPHL était acquise, donc c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'ils partaient avec des gants propres pour travailler, et donc déjà rien que ça diminue la propagation. Après, les praticiens dans cet audit, j'en ai formé 11, j'en ai suivi 11, et ce qui en a découlé, c'est que maintenant on forme les internes qui viennent Ouais. et les nouveaux arrivants. Mmh. OK. Ouais, donc Et ça. surtout, ça les a sensibilisés en fait aussi de voir Mmh. des boîtes pleines de germes, ils s'y Mmh. attendaient pas quoi. Parce que enfin, c'est invisible. Oui, oui, bah, c'est toujours rendre visible l'invisible, c'est toujours le même problème avec les micro-organismes. Et je trouve que c'est drôlement bien que vous ayez réussi, parce que c'est pas toujours évident, hein, de les atteindre en fait, enfin, d'arriver justement à les. Mais là, c'est sûr qu'en voyant des boîtes, ça rend les choses un peu plus concrètes. Mais non, mais je trouve que c'est vraiment un bel exemple quand même de. Et du coup, vous dites régulièrement, vous allez vous formez du coup les jeunes qui arrivent, et Oui, donc chaque semestre, du coup. oui, Et c'est vous ça. allez et vous allez du coup, et les anciens par contre vous les reformez, ou alors finalement non, c'est bon, c'est acquis et Bah, justement, les anciens, ceux qu'on a déjà audités, on est en train de réauditer et mmh. franchement, on est agréablement surpris. Ouais, c'est ce que vous disiez, ouais, que Ouais. que ça a l'air de se maintenir dans le temps, parce que c'est vrai qu'on voit la consommation de mais l'histoire de juste se faire une friction avant de mettre des gants, c'est effectivement on voit bien que c'est pas acquis, dans les études quoi, enfin que Non, les internes qui viennent n'ont aucune notion ouais, ouais, ouais. enfin, ça ne veut pas dire d'hygiène, mais ne fût-ce qu'un niveau de désinfection, ils ne savent pas. Après, si on leur explique, qu'on leur met une photo, ça c'est le produit pour désinfecter la sonde endovaginale, ça c'est le produit pour désinfecter les sondes abdominales, bah, c'est beaucoup plus parlant. Mmh. Et aller à leur rencontre, c'est pas du temps perdu, puis eux, ça les rassure et ils aiment ça aussi. Oui, oui, non, mais c'est sûr que je vois bien ça, mais ça veut dire que du coup, ils acquièrent pas même les notions de base qu'on donne sur les précautions standards, en fait, elles sont pas du tout intégrées, quoi. Puisque se faire des frictions avant de mettre des gants, c'est ce qu'on apprend tous, enfin et finalement, on voit bien que c'est pas du tout acquis.
Il y a une question, madame Averbeck qui voulait poser une question. Je pense que vous pouvez activer votre micro d'après ce que je vois. Normalement, vous pouvez J'ai réactivé les micros pour tout le monde normalement. Non, vous avez qu'à cliquer sur votre micro et ça devrait marcher. Je ne sais pas si on m'entend, bonjour. Si, on vous entend. Ah, c'est Constance Bailly à Valenciennes, je suis avec ma collègue Émilie. On avait une petite question sur l'audit avant les actes. Du coup, si j'ai bien compris, vous avez tout pesé ou vous avez compté, par exemple pour le chat, c'est plutôt le poids, mais sur les gants et tout ça, comment vous avez fait Alors, le chat, on l'a pesé. Les gants, on pèse un gant, donc on connaît le poids, la masse d'un gant. Et donc, du coup, en pesant la boîte, on savait dire combien de gants avaient été utilisés pendant la consultation. Pareil pour les lingettes, un gant, ça fait 5,1 grammes, suivant qu'il y a des tailles L, M. S'il y avait deux tailles, on pesait le M, le L, on regardait les deux boîtes à la fin. Et les lingettes désinfectantes, pareil, ça se pèse. Le savon aussi, ça se pèse. Et par contre, les gaines et les unidoses de gel stérile, ça se comptait. Ouais. D'accord, ok. Ouais, super, bah merci. Il faut une balance de précision, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. À la pharmacie, ils en ont. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que, voilà, est-ce que dans les uns les autres, ça vous donne des idées pour essayer de faire avancer cette thématique qui reste, vas-y Catherine. Alors moi j'ai une question sur l'utilisation des boîtes contact. Donc, vous n'avez utilisé que des contacts, mais vous aviez des choses qui n'étaient pas forcément des surfaces planes. Donc comment vous procédiez? Parce que les sondes ne sont pas planes. Les sondes ne sont pas planes. Justement, on a choisi le contact. Il y a une étude de Kobushi qui a, lui, comparé en mettant des charges bactériennes sur des sondes qui n'étaient pas plates. Il a comparé différentes méthodes et l'imprinting, le contact était celle qui permettait de mieux corréler la charge bactérienne avec la réalité, quoi. Donc on est parti là-dessus. Maintenant, pour les sondes abdominales, j'ai présenté une photo tout à l'heure. On partait sur le côté, ensuite on faisait comme ceci et on la retournait. Donc ça a toujours été fait par la même personne. Et au niveau des sondes endovaginales, on prenait deux zones parce que c'est quand même assez long, donc par rapport à la taille de la boîte. Et là, on faisait deux prélèvements par sonde, en faisant tourner la sonde comme ça sur la boîte. Et donc pas d'écouvillonnage, c'était moins performant d'après les études précédentes. Oui. Ok. Moins. Ils n'ont pas réussi à. Enfin, la corrélation entre les quantités retrouvées était moins importante, était moins forte en écouvillonnage. Ok, merci beaucoup. De toute façon, même si la méthode pouvait être éventuellement critiquée, parce qu'effectivement, là, il y a un tel différentiel entre vos boîtes où il y a quasiment rien quand c'est bien fait et les boîtes où c'est blindé de germes quand c'est. Enfin voilà, je pense qu'on même si effectivement on n'est jamais sûr de. Enfin, on ne peut pas être certain qu'on a une méthode parfaite de prélèvement, mais de toute façon, c'est flagrant, quoi. Enfin, c'est difficile à remettre en cause. Parce que c'est vrai qu'après, il y a des méthodes, on se pose toujours la question sur les prélèvements de matériel. Il y a des méthodes aussi avec des sortes de lingettes. Enfin, il y a des sujets là-dessus quand même intéressants entre les couvillonnages. Mais ouais, là, je trouve que c'est tellement flagrant sur les boîtes. Et du coup, ouais, on a vraiment enfin voilà, on a quand même quelque chose d'hyper clair, quoi. Il y a pas trop de doute. Et le type de germes que vous retrouvez en plus, c'est quand même, c'est quand même intéressant, quoi. Donc non, je trouve que c'est vraiment. Du coup, c'est Constance, tu avais de nouveau une question. Oui, désolée. Je me demandais pour la traça, comment vous avez réussi à avoir l'adhésion des gens qui désinfectent? Parce que nous, c'est notre vrai problème. Ils veulent pas du tout tracer, en fait, qui désinfectent les sondes. Alors, moi, je ne me suis pas fié aux traçabilités, hein. Je me suis fié aux quantités. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir pendant les consultations quel type d'échographie avait été réalisé. Et de là, nous, on regardait ce qui avait effectivement été utilisé.
Donc, on ne regardait pas la traçabilité. Ouais, mais est-ce que là, depuis que vous avez formé et resensibilisé, euh, ils tracent quand ils désinfectent la sonde ou c'est... Non. Enfin, non. Non, parce que, Ah, alors, ça n'engage peut-être que moi, mais c'est dans le référentiel où la traçabilité doit être faite, mais je suis pas sûr que légalement on doit tracer une désinfection de sonde endovaginale. parce qu'en endoscopie, par exemple, nous, Oui, on est très strict sur la traça de tous les éléments, mais autant sur l'endovaginal, on n'arrive pas à avoir une meilleure adhésion. Je sais pas si d'autres ont des idées d'ailleurs, mais c'est un vrai En fait, souci, quoi. tu vois, ce qu'on dit, enfin, ce qui apparaît dans le, bah, il y a Véronique après qui interviendra, mais ce qui apparaît dans l'audit national, c'est que à part l'automatisation qui a une traçabilité intégrée en fait, Ouais, ben, le ouais, c'est ça. manuel. Et après, tu vois, je me dis toujours, ok, tracer, mais en fait, on préfère qu'ils fassent. Enfin là, dans ce que montre Monsieur Duret, eux, maintenant ils font, mais ils tracent toujours pas, mais au moins ils font. Et il en a la preuve. Alors que finalement, si tu as des croix, enfin, je sais pas comment tu arriverais à leur faire Ouais, tracer, ouais, je suis mais d'accord. ils Ouais, pourraient ouais, tout ouais. à fait faire une croix entre guillemets pour se faire bien, Sans voilà, pour l'avoir aller, fait. Ouais. sans l'avoir fait. Donc après, sans automatisation, ils vont quand même encore te dire que c'est un truc C'est de plus à compliqué. Ouais. faire, qu'ils C'est voient pas compliqué. l'intérêt. Enfin, mais voilà. Après, Ouais, oui, c'est ça. ça, effectivement, ça, je sais pas hein, ce que vous dites, Monsieur Duré, s'il n'y a pas d'obligation réglementaire, effectivement, en plus, bon, bah, du coup, on est coincé, quoi. Vas-y, pardon, allez-y, Monsieur Duré. je crois que la seule obligation réglementaire qu'il y a, c'est de tracer quand il y a une rupture de gaine et, la désinfection qui est faite derrière. Ça c'est obligatoire. Maintenant, la désinfection proprement dite de la sonde endocavitaire, j'ai vu les deux informations circuler contradictoires. Ah. Mais je pense que dans les recours officiels, c'est pas obligatoire, quoi. Alors moi, je vais dire qu'il n'y a peut-être pas de cadre réglementaire, mais par contre, ce qui n'est pas tracé, c'est pas prouvé que ça a été fait. Donc en cas de litige, ben pas vu, enfin pas tracé, pas fait. Donc ça, je pense que c'est un principe qu'on doit garder en tête. Et aussi, c'est souvent opérateur dépendant. Et en fait, dans ce cadre d'activité d'échographie endovaginale, par exemple, c'est principalement des praticiens. Et en fait, ils n'ont pas la même culture que les paramédicaux qui sont habitués. Tu l'as dit tout à l'heure, Constance, à faire de la traçabilité en endoscopie, par exemple. Donc, du coup, on va avoir beaucoup plus de mal à les convaincre. Après, il faut peut-être être inventif et puis leur proposer des outils qui facilitent les choses. Je pense que c'est utopique de penser qu'on peut faire tracer sur un cahier à côté. Par contre, ça peut être éventuellement le planning d'examen où en fait il y a une case à cocher et que en fait ce planning d'examen soit archivé comme support de traçabilité. Je fais un acte et je désinfecte ma sonde derrière. Donc tout ça, ça peut être aussi des organisations locales pour chaque établissement en collaboration avec les équipes de praticiens et les EOH. Catherine. Oui, petite question aussi. Donc, vous avez dit que l'audit de contrôle avait donné de bien meilleurs résultats. Combien de temps après la formation vous l'avez fait, cet audit de contrôle? Alors, je me remémore le planning. L'audit de contrôle, donc j'ai fait de septembre à décembre l'audit initial. Mhm. J'ai restitué courant janvier et j'ai fait l'audit de contrôle de mi-février, donc un petit mois après. Un petit mois après, ouais. Ok. D'où l'intérêt d'avoir un contrôle aussi à distance que vous êtes en train de réaliser à 6 mois. C'est Oui, bien ça. ouais. Ok. Et ces audits à distance, dans votre organisation future, vous allez les maintenir avec une fréquence peut-être moins élevée. Quel est votre plan d'action derrière avec ça? Déjà, il faut qu'on synthétise les résultats de cet audit-là. Enfin, l'audit de contrôle, il n'est pas fini. Mhm. Si effectivement
on s'aperçoit, comme je le ressens et ce que j'observe moi directement, que les pratiques de manière globale sont respectées et que ça continue d'être bien fait, on pourra les espacer et peut-être un contrôle annuel pourrait être intéressant. Après, si on s'aperçoit à l'inverse que des dérives sont encore constatées, enfin, qu'on constate encore des dérives, dans ce cas-là, on essaiera de rapprocher. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas c'est d'expérimental là, hein. Oui, on est d'accord, mais c'est Ouais. intéressant, c'est ça qui est intéressant Ouais. justement, c'est de voir en fait quelle attitude pratique et pragmatique vous allez prendre par rapport en fait à ça. C'est si ça suit bien, bon, on peut leur faire confiance et ne plus faire de check que plus rarement et au contraire ce que vous dites, hein, si vous voyez que ça dérive là, revenir Mmh. dessus. Peut-être différemment, mais revenir dessus. Oui, tout à fait. Après, c'est très opérateur dépendant, hein. Donc, ça permet, voilà, on sait vers qui aller insister le plus régulièrement aussi, quoi. Vous avez les bons élèves et les moins bons élèves. C'est ça. Et vous n'avez pas rencontré d'opposition, enfin voilà, il n'y a pas eu Donc, d'opposition, parce que c'est pas toujours évident, hein, de travailler avec les praticiens sur l'hygiène, c'est pas forcément toujours facile, quoi. non, ils étaient vraiment réceptifs. Mmh. D'autant plus que, bah, vu qu'ils ont fait mieux, ben, c'est tout à fait Oui, valorisant pour c'est leur service valorisant. Ouais, tout à fait. et ils étaient globalement contents. Je dis pas qu'il y en a un ou 2 qui se prêtaient moins au jeu mais globalement, non, ça va, ils étaient réceptifs. Non, mais Ouais. ça veut dire qu'on peut y arriver quand même, voilà, après l'individualisation et la démonstration effectivement et le fait d'avoir pu avoir des informations indirectement, ça a dû jouer aussi, de pas être dans l'observation de pratiques directement et qui est parfois compliqué à mettre en œuvre aussi pour les patientes. Enfin voilà, on Ouais. comprend bien. C'est vrai que c'est une technique et du coup, ça vous prend l'audit de contrôle, c'est un audit, vous refaites exactement la même chose, avec la pesée et cetera? Oui. Et du coup, ça prend beaucoup de temps ou enfin Non, c'est, non, non? aller dans la salle, enfin, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait, hein. Ce qui prend OK. du temps, c'est d'être vigilant à ce que on soit directement présent à la sortie du dernier patient. Ouais. Donc Mmh. ça, bon, moi, j'ai l'avantage, c'est pas trop loin de mon bureau, donc j'ai un étage à descendre, mais maintenant, c'est ça qui prend le plus de temps, au final. Mmh. Oui, c'est d'être au taquet pour, pouvoir être, en embuscade un peu et ouais, parce qu'il y a Tout à pas fait, ouais. Ouais. tout à fait, comme tout audit d'ailleurs, Après, on j'ai formé les idéaux qui sont avec nous pour pouvoir le faire aussi, donc ça permet d'avoir, parce que c'est pas sorcier de dire de peser, de compter, une fois qu'on s'est approprié la fiche d'audit, c'est voilà, c'est relativement simple et rapide. Véronique, si tu avais une question? Oui, moi j'avais une autre question. C'est là, vous avez évalué les pratiques en endovaginal. Est-ce que vous aviez le projet d'étendre à d'autres spécialités comme l'urologie ou la cardio avec les sons de Théo? Oui, déjà là, on va faire quelque chose au bloc, on va on va monitorer les pratiques de désinfection des mains. Donc on est en train de chercher à comment rentrer le matériel, donc ça va être fait, courant octobre. Après, dans d'autres secteurs, ça doit être fait aussi, mais bon, il faut le temps. Il faut le temps, il faut, voilà, les ressources. Mais c'est prévu courant 26 qu'on fasse ce type d'audit, dans un autre secteur, notamment les ETO. Mais j'aimerais bien aussi associer à ça, enfin, ce projet un autre volet, donc c'est pour ça que ça met du temps, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos collègues de terrain? Donc le webinaire a été enregistré. Si monsieur Duré est d'accord, on récupérera sa présentation et enfin, ouais, ou si vous souhaitez la modifier, mais en tout cas, voilà, si jamais vous voulez bien nous la laisser en PDF, on la mettra à disposition et puis, les résultats aussi, les résultats de l'audit, Intercepia, ça qui avait été fait. Et puis voilà, restez à l'affût de peut-être d'autres, s'il y a des nouveaux outils qui sortent, des nouvelles choses, on vous les communiquera,
au fur et à mesure, comme on fait d'habitude, hein, je sais pas si tu as des Euh, idées d'échéances, Véronique? Alors, les échéances, peut-être pas, mais il y aura des outils avec des affiches d'information, avec des cibles divers, que ce soit pour les praticiens, les patients. On envisage aussi de travailler sur un peu une feuille de route pour les EH, pour les aider à s'approprier la thématique et puis avoir des pistes de travail avec les équipes du terrain. Donc tout ça, c'est encore à l'état de projet, mais le groupe Intercepias, donc en fait, on est des représentants de tous les CEPIAS de France et on s'y attelle en sous-groupe. Donc je pense que on peut espérer pour les prochains mois quand même voir apparaître des outils. Mais ça sera surtout axé sur l'information, la formation, vu qu'on a vu dans les résultats de l'audit que c'est là où en fait il y avait une plus grosse demande. C'est un des endroits où le bas blesse, effectivement. Julie, tu avais une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Pas trop bien, mais vas-y. Je vais rapprocher l'ordinateur. Ouais, C'est on bon? t'entend mieux. Oui, on t'entend mieux, ouais. Ouais, bonjour. Moi, je suis confrontée à un petit souci, c'est le coût du Tristel ULT à l'heure actuelle avec les états des finances de nos hôpitaux. Et je voudrais savoir sur quel argument vous avez réussi à le référencer, parce que là, je suis face à un mur et je n'arrive pas à changer ce désinfectant. Alors, à la base, moi, ils avaient les deux. Ils avaient un Chronos, et le Tristel. Certains préféraient l'un, certains préféraient l'autre, mais quoi qu'il en soit, ils pensaient que le Chronos c'était un lave-vaisselle. Et donc, il n'y avait pas forcément de nettoyage préalable à l'utilisation du Chronos. Donc, j'ai demandé à ce qu'on les fasse retirer, ce qui fait qu'il ne restait que ce produit-là. Après, en termes d'arguments, vous pouvez toujours avancer que c'est une méthode qui, si elle est bien appliquée, est fiable, que c'est un désinfectant de haut niveau, et pour la sécurité et la qualité des soins de l'établissement, c'est une méthode qui est utilisée, quoi. Parce que là, actuellement, vous avez quoi comme On a méthode de le Sidalcan avec, en théorie, 2 lingettes utilisées. Donc ça, il faut aussi que j'aille vérifier, le manque de temps aussi. Mais je voudrais passer sur le Tristel, mais j'ai vraiment un gros souci, un gros delta au niveau coût de la procédure. Et donc, au niveau direction, ça ne passe pas pour l'instant. Si je peux me permettre d'intervenir, vous pouvez aussi vous aider du cadre réglementaire parce que maintenant il y a une obligation de respecter la norme 2B pour les lingettes qui vont servir à nettoyer et à désinfecter du matériel médical. Donc dans le guide de la SF2H, il y a tout un paragraphe par rapport à cette norme européenne par rapport à la classification des lingettes. Parce que en fait, c'est une exigence de niveau de désinfection, donc il faut qu'il y ait un cadre Le pour Sidalcan, il respecter. est en intermédiaire, donc Voilà. quand on regarde quand on donne la fiche technique à la direction, on a du mal à argumenter pour passer sur le Tristel Ult quand on... Et Voilà, c'est les pour ça. Sidalcan que vous avez, elles sont aussi en classe 2B? Ouais, D'accord. avec un niveau intermédiaire. Ouais. Mais ça reste du niveau intermédiaire, c'est pas du haut niveau. Ouais. Ouais, après, je pense que malheureusement, t'as pas l'argument, c'est la qualité des soins. Ce à quoi il devrait être sensible, en théorie. Oui. C'est un peu navrant parce qu'on sait bien qu'on manque d'argent, mais tu vois, moi, je trouve ça navrant, mais après, voilà, je sais bien qu'ils ont sûrement plein d'autres postes de dépenses, mais on va pas leur faire peur en disant que le jour où il y a un litige, ça leur coûtera beaucoup plus cher, en fait. Mais ce qui n'arrive pas est impossible, n'est jamais en fait, reçu comme argument, quoi. Ouais, il m'avance l'argument qu'il y a un budget désinfection et que le passage de l'un à l'autre fait déborder le budget désinfection de la DSEL et que donc sans budget, impossible de référencer le produit.
Ah oui, mais on voit bien. Non, mais de toute façon, enfin, on sait bien la situation des hôpitaux est très, très difficile financièrement, mais c'est vrai que là, on est quand même. Enfin, on sait très bien qu'il y a des problèmes de pratique. On sait enfin, le niveau intermédiaire, on sait bien que c'est un peu limite, quoi. C'est-à-dire que, Non, mais je suis d'accord. mais voilà, après, c'est difficile, hein, c'est une prise en compte d'un risque potentiel de transmission, mais bon, c'est quand même pas très sympa, tu vois, de dire qu'on ne se donne pas tous les moyens de prévenir des infections. Enfin, on a Non, mais voilà, travaillé. je Ouais. nage pas Mais je pense que non, je nage pas de sujet, malheureusement, hein, mais j'essayais d'avoir. Enfin, s'il y avait je d'autres arguments auxquels je n'avais pas je pensé, vois pas j'étais trop preneuse. ben, si jamais si ta lingette elle a bien la bonne norme, là je pense qu'on est un peu coincé quoi pour le coup. Hein. C'est 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 quoi bien, comme actif sur ces lingettes-là? c'est une bonne question, Sidalcan. Est-ce que tu sais, Julie, toi, De quoi? ce que c'est comme produit enfin, comme produit actif? Attends, je ne l'ai plus en tête parce que j'étais sur complètement autre chose. Mais... Alors, Sidalcan, lingette nettoyante et désinfectante. Je sais même pas ce que c'est comme produit. Après, ouais, on regarde, enfin, je pense pas, Oui, non, mais c'était. Enfin, voilà. Parce à moins que... Véronique que tu aies d'autres idées, Non, mais je ne connais pas la fiche technique de ce non, produit. moi non plus. Et puis, c'est vrai que je vois pas trop ce qu'on peut leur apporter comme autre argument que celui-là, quoi, que d'essayer de remonter le niveau de désinfection, vu que enfin, tu vois, les chiffres de l'audit, etc., montrent bien que, en fait, on est mauvais, quoi, globalement. Et tu vois, enfin. Quand on fait des prélèvements, enfin, voyons, vous l'avez pas fait, donc il ne prendrait pas en compte des prélèvements faits par quelqu'un d'autre, mais tu vois, ce qu'on montre là à Nevers, ben, c'est quand même tellement flagrant, quoi, tellement Ah oui, énorme. non, mais je m'en sérieux. Et en plus, il y a un article sorti dans une revue, enfin, tu vois, c'est quand même un article qui a vraiment quand même une valeur scientifique incontestable, et je trouve que c'est assez intéressant. Après, bien sûr, c'est pas tes chiffres à toi, puisque toi, tu n'as pas fait la même technique, mais ça peut être intéressant de montrer à quel point on est loin du compte, quoi, en termes de qualité de désinfection. Enfin, c'est vrai que quand tu vois les chiffres, moi, en les revoyant, là, les chiffres de l'audit national, je me suis dit, ouais, quand même, on est vraiment mauvais, quoi. Enfin, la prise de risque, elle est réelle, et bon, voilà, quoi. Bah, au niveau des arguments, contactez peut-être directement le fabricant des autres lingettes. Ils auront peut-être déjà les arguments et un dossier prêt pour vous. Oui, bah, j'ai fait, mais c'est vrai que voilà, on a présenté, tout le monde est convaincu qu'il faut qu'on change de produit, mais j'ai vraiment un blocage financier en fait. Parce qu'il y a Par Ouais. vraiment... contre, il y a peut-être un argument plus biomédical. Est-ce que vous vous êtes un peu rapproché de votre ingénieur biomédical? Parce que je vois que dans vos lingettes, il y a de l'éthanol et en général, les sondes, elles sont un peu abîmées par l'éthanol. Donc, voyez si vous pouvez pas avoir un argument par rapport à la composition chimique de votre lingette. Ouais, ok. Il y a des parfums aussi. Ouais, Oui, il y a un changer parfum, ouais. les compositions. Ouais. Donc, peut-être que ça peut être aussi une Et, voie de persuasion. D'accord. Bah, juste, merci beaucoup, hein, je ne vais pas vous monopoliser non, mais non, mais c'est c'est intéressant. Et c'est quoi le delta, juste par curiosité, hein, parce que nous, on est beaucoup moins dedans que vous, le delta de prix entre. bah, on était à 3 fois le prix. Ouais. Ce qui peut aussi. Après, voilà, on peut comprendre aussi l'argument de la direction, quoi. Ouais, moi, en plus, j'ai un problème, le Sidalcan, en fait, les lingettes sèchent beaucoup trop vite. Et donc, je pense qu'arrivé au milieu milieu de flacon, la lingette, elle est plus imprégnée comme elle devrait l'être, quoi. Mm. Et c'est à cause de l'éthanol, peut-être. Bah, je pense. C'est vapeur. Ouais, c'est l'évaporation de l'alcool. Oui, et en fait, l'intérêt de la procédure avec le Tristel, c'est qu'en fait, c'est humidifié de façon extemporanée, donc il n'y a pas de dessèchement Mm. des lingettes. Mhm. Bon, écoute, bon courage, Merci beaucoup. du coup. Eh ben, il faut faire jeter vos paquets secs, et comme ça, ils vont se rendre compte qu'il vaut mieux avoir un peu plus cher, mais qu'on peut utiliser Ouais, mais correctement, j'ai peut-être. essayé, je retrouve pas le même prix, donc j'arrive pas à le...
Même en faisant des demi-flacons de Sidalcan, j'arrive pas à retrouver le même budget. Non, Ah, mais voilà, merci beaucoup. bah alors là, C'était j'ai plus d'arguments. On n'a plus d'arguments. Est-ce qu'il y a Merci d'autres beaucoup. questions? Ouais, je t'en prie. Bon après-midi, je dois vous laisser. Ouais, J'ai salut une autre Julie. réunion. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions avant qu'on vous libère? Le 90 minutes est devenu a tenu 90 minutes finalement. Non, 1 heure. On est sur 1 heure. Est-ce que non, pas de regret, parce que si jamais vous avez des questions complémentaires ou des choses qui vous reviennent, vous pouvez toujours nous interpeller. S'il y a des nouveaux documents, on vous les diffusera par notre newsletter, enfin par notre info flash. Et puis voilà, on communiquera bien sûr si ça sort. Puis on remercie vraiment Monsieur Duret parce que c'était vraiment très, très éclairant. Moi j'ai trouvé que c'était toujours intéressant d'avoir une mise en évidence comme ça aussi concrète et voilà, quelque chose de très parlant pour les professionnels. Donc ouais, si jamais vous êtes intéressé par Droid, il y a donc un article en anglais. Je pourrais envoyer les références à ceux que ça intéresse. Et puis après, je sais pas si votre mémoire, du coup, on peut le, ou en tout cas, il y aura votre diaporama. Mais Oui, après l'article, il est dispo. Hein. Non, il y a des traducteurs efficaces. merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci. à notre webinaire, et merci à tous les participants, à tous les présents aujourd'hui, à mon équipe qui était là, et puis bon après-midi. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.